Un an après le tremblement de terre, des ouvriers s'activent à redresser le stupa de Bodhnath, le principal lieu de pèlerinage bouddhiste dans la vallée de Katmandou. L'imposante tour centrale dorée qui surmontait l'édifice s'est écroulée et le dôme est couvert d'échafaudages. Bodhnath est un haut lieu de la culture bouddhiste au Népal. Des milliers de pèlerins s'y pressent chaque jour pour accomplir la circumambulation rituelle, tourner sans cesse autour du dôme en récitant des mantras et en agitant des moulins de prière. Autrefois, Bodhnath attirait beaucoup les touristes occidentaux, mais depuis un an, les touristes boudent le Népal. Les petites rues de Katmandou paraissent toujours encombrées, mais les touristes tardent à revenir. Le taux d'occupation des hôtels est au plus bas, 20% d'occupation par rapport à l'année dernière. Or, le tourisme fait vivre des millions de personnes et les Népalais peuvent difficilement se passer de cette source de revenus. C'est difficile pour le moment. Avant, il y avait beaucoup de monde, des touristes qui avaient les moyens. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Le commerce marche comme ci, comme ça. Mais enfin, on est heureux. Après le tremblement de terre, les problèmes ont perduré pour les Népalais. L'élaboration d'une nouvelle constitution a divisé le pays. Une partie de la population, mécontente, a bloqué la frontière avec l'accord tacite de l'Inde. Les produits de première nécessité, comme les carburants, se sont mis à manquer. Le marché noir a flambé et les files de voitures et de motos se sont allongées devant les rares pompes à essence. Aujourd'hui, au Népal, c'est l'armée qui garde les stations d'essence. Vous faites la file combien de temps? Normalement, 10 minutes. Et maintenant? Aujourd'hui, 2 heures. Et avant, je devais laisser ma moto pendant 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours pour avoir de l'essence? Oui, juste pour avoir 5 litres. Les troubles à la frontière et la pénurie de carburant n'ont pas arrangé le secteur touristique. Témoin, le quartier de Thamel, le pôle touristique de Katmandou. 2500 hôtels, restaurants et commerces, une des plus fortes concentrations au monde. Ici, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Après le tremblement de terre, on a eu beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de victimes, 9000 morts. Après cela, on a eu le blocage de la frontière par l'Inde. Cela a provoqué d'autres problèmes. En particulier dans notre secteur, la restauration, on a un gros problème d'approvisionnement en gaz. Nous ne trouvons pas de gaz. Nous pouvons en trouver, mais il faut payer le gros prix au marché noir. Autre conséquence spectaculaire de ces pénuries, les coupures d'électricité. Parfois, 18 heures par jour sans électricité. Ces problèmes qui affectent la population ne sont pas dus qu'à des causes extérieures. Les Népalais pointent l'incurie et le manque de prévoyance des autorités. Au Rotary Club de Patan, où on espère collaborer un jour avec des Rotary Clubs de Belgique dans des projets humanitaires, le président, qui est aussi géologue, est conscient des responsabilités de son pays. Bien sûr, le tremblement de terre, c'est un phénomène naturel. On ne peut pas s'y opposer. Mais nous pourrions vivre plus en sécurité. Il y a eu tellement de maisons détruites, des centaines de milliers complètement détruites. Mais c'est notre faute. Nos maisons sont très fragiles. La durée de vie de ces anciennes maisons est très faible. Elles sont aujourd'hui détruites. Et les nouvelles constructions ne sont pas vraiment adaptées. Prenez les sources, par exemple. Beaucoup sont à sec. Pourquoi ? J'ai fait une enquête sur les sources dans les régions montagneuses de l'Himalaya. J'ai fait une enquête sur la végétation. La végétation est occupée à reculer à cause de la déforestation.
On estime la déforestation à 15% de l'ensemble des forêts. Et bien sûr, le nombre de sources a diminué de 15%. Vous savez, les Népalais ne sont pas attentifs à tout cela. Tout ce que dénonce le président du Rotary Club nous avait déjà frappé lors de notre première visite au village de Palep, dans les montagnes, à 5 heures de route de Katmandou. Ici, malgré les promesses, l'aide est parvenue au compte-gouttes. Presque rien n'a changé depuis un an. La vue est toujours aussi grandiose sur les montagnes himalayennes, mais les habitants continuent à vivre dans des maisons rafistolées avec du bois et des tôles ondulées. Ils cultivent quelques légumes, du blé ou du maïs, ils élèvent des poules et quelques vaches. La préoccupation principale des habitants, c'est l'eau. C'est un paradoxe, car de l'eau, il y en a dans ces montagnes. Il dit en fait qu'il doit aller le chercher très très loin là-bas et que ça lui prend beaucoup de temps et que c'est vraiment une galère totale. Puisque pour les habitants, l'eau est le problème majeur, Construis-moi un village a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'apporter l'eau dans le village de Palep. Premier objectif, identifier les sources susceptibles d'alimenter le village. Et pour aider les habitants de Palep et pour nous conseiller, nous avons fait appel à un contremaître et à un ingénieur attaché au parc du Langtang tout proche. Voilà donc ici une des sources qu'on devrait utiliser pour approvisionner le village. Donc il y en a 3 ici. Et on espère juste qu'au niveau de l'altitude ça ira, parce que c'est quand même à 2 km d'ici. Donc voilà une des sources a priori qu'on pourrait utiliser. 2 cuves vont être construites ici aux sources, donc les 2 sources sont distantes de 9 mètres exactement. Donc il y aura 2 cuves qui vont être faites de 2 sur 2, ici, et enterrées à peu près de 2 mètres de profondeur aussi. Et alors à partir de là, on va relier avec un pipeline jusqu'au village, en contournant la montagne. Et alors en fait on va arriver vraiment juste au-dessus du village et alors au niveau de l'école ils vont construire un tout grand bassin de nouveau en béton. Le plastique c'est ça qui est les sources ils disent pour eux ça va de source évidemment qu'on peut utiliser l'eau. Et je dis moi je veux un papier de ville ici comme quoi vous pouvez l'utiliser. Il a dit pas de souci, on va les récupérer. Le deuxième objectif est d'examiner la meilleure manière d'amener l'eau des sources vers le village. La solution la plus efficace est d'installer un tuyau qui conduira l'eau par gravitation vers le haut du village. Mais il n'est pas simple de faire un mesurage précis dans ces régions montagneuses. On vient terminer les mesures, donc il faudra à peu près donc, de la source jusqu'à l'endroit où sera fait le gros tank. En fait, il faudra exactement 1400 mètres. Là, on a calculé 1400 mètres de tuyaux déjà, uniquement pour amener l'eau de la source jusqu'au village, jusqu'au-dessus du village. Quelle quantité d'eau faudra-t-il pour alimenter le village? Nous allons construire un grand réservoir de 18 000 litres près du village. Ce réservoir alimentera 30 robinets. Ce sera prêt quand? L'estimation sera prête la semaine prochaine et envoyée par mail. Pour clore le travail, il nous restait à officialiser les décisions prises pendant la journée. C'est le conseil du village réuni pour l'occasion qui s'en est chargé. De notre côté, nous nous sommes engagés sur base d'un devis rédigé par l'ingénieur à solliciter l'ONG BICAS et les clubs Rotary partenaires pour rassembler l'argent nécessaire afin, dans un premier temps, de construire un réseau d'alimentation en eau du village de Palep. Pour conclure sur une note optimiste, nous avons appris que l'école de Palep avait repris, dans des locaux provisoires et avec un confort très relatif, mais l'école a du succès. Avant de quitter le village, Construis-moi un village a donc distribué 150 cahiers et crayons aux enfants réunis pour l'occasion dans la cour de leur école.
Thank you.